Yu-Gi-Oh! Pour certains, ce nom fait référence à un simple jeu de cartes destiné aux enfants. Pour d'autres, il s'agit d'un jeu où la construction d'un deck et la stratégie est de mise. Mais pour les plus nostalgiques, il s'agit avant tout d'un dessin animé qui a bercé notre enfance. Étant un enfant né à la fin des années 90, il était normal que je le considère comme très bon, au même titre que Pokémon, malgré la censure merdique. Entre temps, j'ai grandi, et globalement, ça ne vaut pas un Nakamega Kill ou un Gundam Double O, mais c'est plutôt sympathique. Pour moi, la première et la deuxième génération sont plutôt réussies. Les histoires sont bien trouvées, les personnages attachants, les antagonistes sont pour la plupart bien écrits, les duels variés et les finaux sont satisfaisants. Et vient la troisième génération, qui a de bonnes idées à la base, mais aussi pas mal de lacunes qui vont gâcher mon impression finale. Donc, tout comme j'ai fait avec J-Fighter, je vais énumérer 4 points qui m'ont dérangé durant mon visionnage. Et non, je ne traiterai pas de la VF et de la censure surabusée qui n'a littéralement aucun sens. Cette introduction terminée, commençons par le premier point, une époque beaucoup trop éloignée, un problème de connexion. Changer d'époque sur le papier est une bonne idée, même si ça peut être un peu déstabilisant. Mais je comprends l'idée de pas refaire un héros qui a une destinée liée à une ancienne prophétie, ou allant à l'université pour devenir un dueliste pro. Faire un personnage qui est dans une situation compliquée et qui doit se battre est une très bonne idée. Le problème, c'est que l'on est beaucoup trop loin dans le futur, et le pire ce n'est même pas daté, entre parenthèses. Prenons le début de GX. Dès le premier épisode, Jaden rencontre par la force du destin sans qu'il le sache, Yugi, qui a environ 22 ans, avec le changement de voix. On voit 2, non, 3 reprises Pegasus, ce qui indique qu'il est toujours patron au sein de sa boîte, et le nom de Seto Kaiba est mentionné dans un registre dans la saison 4, qui n'a jamais été diffusé chez nous. Ah oui, on voit aussi le grand-père de Yugi à Domino City. Ce sont tous ces petits moments fanservice qui permettent d'estimer le temps qui est passé entre les deux générations, ce qui est quasiment absent de la troisième génération. On en a tout au plus deux, le soi-disant descendant de Joey et le fait qu'Akiza soit allé à la Duel Academy. D'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas ajouté Alexia en arrière-plan dans le flashback? Ça aurait permis de dater à peu près quand début de cette génération. Ou, je ne sais pas, voir une photo assez discrète de Charlie tenant une carte synchro générique, durant un plan qui ferait quelques secondes. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Charlie, voilà un petit résumé. Ah, enfin! Charlie est un personnage présenté dans la première saison de GX. Il sera recruté par Pegasus en personne pour ses dons en dessin, à défaut d'être un bon dueliste. Des petits clins d'œil qui auraient pu aider à dater l'anime sans pour autant mettre des personnages trop connus. Combien d'entre vous se souviennent de Charlie dans GX? En parlant de personnages connus, un scénario victime d'un concept, le Raiding Duel. Je sais, Yu-Gi-Oh! Est avant tout une licence pour vendre des cartes. Faire évoluer le jeu est une bonne chose, même si je suis le premier à grincer des dents à la sortie d'un nouveau type de carte. Mais il y a une idée qui a asservi le scénario, le Raiding Duel. Déjà, faire des duels sur des motos, je trouve ça complètement bête et irresponsable. Genre faire un duel sur une piste à plus de 120 km/h, c'est l'accident mortel en cas de perte de contrôle du véhicule. Et quand on sait que certains duels peuvent être violents, bref, passons sur la logique, ceci a deux problèmes majeurs. 1. La quasi non-représentation des duels normaux lors d'événements importants, et la disparition de certaines mécaniques, comme la fusion, vu que dans ce genre de duel, on ne peut utiliser des cartes magie de type jeu rapide. Bon, après, j'avoue, c'est une critique facile et ça n'engage que moi. Mais ce petit problème en engrange un plus important, et c'est Team 5D, 3 héros, 3 figurants. Et les personnages qui en sont les plus victimes, ce sont les deux jumeaux, Lucas et Lua. Akiza, j'en parlerai après. Clairement, les jumeaux, même pour la première partie, ils sont beaucoup trop mineurs. Certes, Lucas est une partisante, et elle possède un don permettant de communiquer avec les esprits des monstres. Don qui est plus là pour essayer de lui donner de l'importance. Du moins, dans la première partie, car durant toute la deuxième partie, son don ne sert à rien. Et ne parlons même pas de sa decklist quasi inexistante. Se basant sur des monstres plus ou moins mignons et du nombre de duels qu'elle fait, si ma mémoire est bonne, elle en fait à peine 4. Je vous les cite. Un à la Fortune Cup, un contre un partisan des ténèbres, un contre Lucio, et enfin, un contre Apologia, aidé de Jack Atlas et de son frère. En parlant du frère, c'est selon moi le personnage le plus mal écrit et le plus mal exploité des trois figurants. Déjà, c'est un gamin, et il a le comportement qui va avec. Bon point entre parenthèses, ça change des enfants des fictions qui sont trop adultes pour leur âge. Mais le problème, c'est qu'il a toujours cette mentalité, jusqu'au duel contre Apologia. Il n'a aucune évolution, et durant ce duel, il fait des erreurs ce qui renforce encore plus son côté gamin. De plus, il se fait carotte sa place de partisan par Crow, ce qui le rend encore moins important. Et pour les sceptiques qui pensent que je n'aime pas Crow et que c'est une théorie de ma part, je vous laisse cet extrait qui montre les dragons des 5 partisans affronter le boss des esprits de la Terre immortelle. Parce que moi, je ne vois pas le dragon de Crow dans cette vision.
Et enfin, le troisième personnage qui m'a fait le plus râler, Akiza. Ou comment faire un protagoniste intéressant à suivre et développé, pouvant être la première duelliste aux côtés des héros de façon permanente, pas comme Mai ou Alexia. Pour rappel, elle a des pouvoirs psychiques, qu'elle ne maîtrise pas, et elle le vit très mal, ce qui fait qu'elle reste très distante des autres personnes qui la qualifient de sorcière. D'où son surnom, la sorcière de la rose. Après quelques réticences, elle se joint à Yusei contre les partisans des ténèbres, et apprend à contrôler ses pouvoirs. Fin de la première partie. Pour moi, le bilan est plutôt positif pour ce personnage. La deuxième partie commençait plutôt bien, avant de se casser la gueule pour notre protagoniste. Pendant la phase de transition, qui inclut la préparation de la WRGP, l'enquête sur Eliaster et les péripéties de nos héros, Akiza se prend de passion pour le riding duel, alors qu'elle avait peur de la vitesse. Et elle participe au premier match, avant de se faire jeter comme une malpropre. Voilà une petite reconstitution de ce qui s'est passé dans ma tête lorsque j'ai vu la scène. Bon, là elle est en train de s'entraîner, ce qui est plutôt bien pour le développement du personnage qui a fait une performance assez misérable. Mais bon, c'est un personnage secondaire. Hein. Là, elle se fait attaquer. Bon, normalement, là ça l'a fait comme Croc. Elle utilise ses pouvoirs. Et ok, ça va passer, ça va... Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Je me permets de reprendre la critique le temps qu'ils se remettent. D'après lui, il y a un scénariste ou un membre de Konami qui a dû dire Eh les gars, c'est quoi ça? Si on met un personnage féminin en tant que héros, les petits garçons ne vont pas aimer, alors faites en sorte qu'elle ne participe pas aux autres matchs. Bande de sacs à merde. Ça y est, je crois qu'il a récupéré. Je te laisse la suite. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Pourquoi l'avoir dégagé de cette façon? Vous avez eu peur de perdre votre public cible? Non, parce que j'aurais été à votre place, attirer un public féminin aurait pu être rentable. Je sais que la licence Yu-Gi-Oh est très basée sur le personnage central parce que normalement, les duels ça se fait en 1v1. Mais rien n'empêche d'avoir d'autres protagonistes bien développés. Vous l'avez fait avec Yusei, Jack et Crow. Alors pourquoi pas avec les jumeaux, qui avaient clairement besoin de développement? Et pourquoi avoir viré Akiza de cette façon, si un début d'histoire lui était consacré pour en faire un véritable personnage? Ne vous inquiétez pas, je critique, mais j'ai mes petites idées qui auraient pu corriger l'animé. Surtout sur ce point. Eliaster, l'organisation qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Dans la première partie de 5D, les antagonistes sont les partisans des ténèbres. Groupe assez classique dans l'écriture, mais plutôt bien amené dans l'histoire, ayant un lien avec le dragon cramoisi, vu que dans le lore de l'animé, les esprits de la Terre immortelle sont considérés comme des dieux maudits, enfermés sous terre par le dit dragon suite à une guerre, ce qui font d'eux les ennemis naturels de ceux qui portent la marque du dragon cramoisi. En plus, ces antagonistes sont pour la plupart d'entre eux une conséquence des actes de nos héros, les dieux maudits utilisant leur haine pour les contrôler. De plus, ça permet à nos protagonistes de se remettre en question. Et vient Eliaster, qui a en réalité échafaudé tout ce plan pour leur propre dessein. Autant, je ne critique pas cette organisation pour leur objectif, qui est bon pour des méchants. Mais avoir intégré les partisans des ténèbres dans leur plan nullifie tout le côté grand méchant. Yusei et sa bande se sont juste débarrassés de pions. Et aussi, quel rapport ils ont avec le dragon Cramoisi? Ils viennent du futur. Et là, deux théories pop dans ma tête. La première, c'est que Eliaster compte sur leur défaite pour renforcer les héros, ce qui est raccord avec le plan qui est débile au passage, tout en faisant de ces personnages de simples pions. Et la deuxième théorie, c'est qu'il compte sur la victoire des partisans pour changer le futur, et en prendre le contrôle. Sauf que, étant donné que Rex Godwin a les pouvoirs des esprits de la Terre immortelle et ceux du dragon Cramoisi, il devient beaucoup plus fort, ce qui fait qu'il devient une véritable plaie pour nos trois antagonistes, s'ils veulent faire un monde à leur image. Après, si c'est juste changer le futur, le plan est parfait. Le combat entre Apologia et Ziwon. Ce n'est pas qu'il ne sert à rien, mais le fait de montrer le jeu de Ziwon à Yusei rend le combat final moins palpitant, vu qu'il sait quelles sont les forces du jeu qu'il utilise. Et non, je ne dis pas que Yusei est un dueliste de seconde zone. Les personnages secondaires qu'on ne revoit jamais. Tout est dans le titre, ils ne sont là que pour la première partie, mais à partir de la seconde partie, plus rien. Ils ne sont même pas dans les gradins, à croire que Jack, Yusei et Crow ont trouvé mieux comme amis. Bon, ok, ils sont très tierces, mais au moins dans Yu-Gi-Oh, on revoyait certaines têtes durant la saison 2, pour ne citer que les plus grosses têtes à claques, que sont Rex Raptor et Insectoraga. C'est toujours la même stratégie. À partir du moment où Yusei a récupéré son poussière d'étoile, il ne fait que l'utiliser. Alors, ok, c'est son monstre fétiche, au même titre que Jaden Aneos et Yugi le magicien des ténèbres. Mais au moins, ces personnages utilisent des monstres différents pour gagner, ils n'utilisent pas toujours la même stratégie. Et ce n'est pas comme si Yusei n'avait pas d'autres monstres synchro. Oui, mais Jaden et Yugi utilisent beaucoup leurs monstres favoris. Il est vrai que Jaden est un mauvais exemple.
À partir du moment où il a récupéré Neos, il finit la plupart de ses adversaires avec l'une de ses fusions. Sauf que le reste du duel, il utilise ses autres monstres. Et Yugi, à partir du moment où il a récupéré les 3 dieux égyptiens, il les utilise en cas d'extrême urgence. Et les 2 duels où les scénaristes ont bien exploité le deck de Yugi, c'est le duel contre le pantin qui possède Slifer, où il a carrément retourné la stratégie de l'adversaire contre lui, et le duel contre Kaiba à la fin de Battle City, où là on envoie les 2 dieux se mettre sur la tronche, et on laisse les 2 duellistes utiliser leurs cartes habituelles. Paradoxe. Le problème avec ce personnage, c'est qu'il est introduit de façon complètement aléatoire dans la série, et c'est ultra mal fait. Genre Ziwon fait mention de son nom, et Magi, Yusei se souvient de l'avoir affronté. Y a un truc qui ne va pas. Que tu intègres les événements du film dans la série, alors que le dit film n'est pas encore sorti, mais que tu as une vague idée, demande à tes scénaristes de mettre en place 1 ou 2 lignes de texte qui relatent de la destruction de la ville qu'ils ont évitée, et du mystérieux duelliste. Ou tout simplement fait intervenir le film après la série. On reprend quelques éléments du scénario du film en retirant les amis de Yusei, et voilà, le film est après la série. Vu que l'on en a parlé, laissez-moi vous exposer mes idées, mais vous pouvez vous en douter, ça va principalement porter sur la deuxième partie, car la première partie est très bonne, même s'il y a des défauts. Et je vous rappelle que je ne suis pas scénariste. Ça se trouve que mes idées sont très bonnes sur le papier, mais merdiques dans leur réalisation. Déjà, on approfondit les relations entre les personnages. Crow et Lucas faisant des duels ensemble étant donné que ce sont les comic relief du groupe, tandis que Akiza et Dedelua communiquent avec ses monstres, pour pouvoir mieux utiliser et maîtriser ses pouvoirs. Et à cela, on ajoute la mini-enquête sur Eliaster. Durant cette période, je garde l'idée qu'Akiza s'intéresse au Raiding Duel. Pour le tournoi, il y a 2 types de compétitions. Le Raiding Duel, qui narrativement parlant est plus important vu que Yusei, Jack et Crow vont affronter les 3 membres d'Eliaster à la fin, mais il y a aussi une compétition qui est tout aussi importante dans l'univers, pour le prix notamment, ce sont les duels classiques. Les 3 oubliés vont y participer. Dans ce cas, à quoi ça sert de garder l'idée de faire d'Akiza une raiding dueliste, vu qu'elle participe au tournoi? Justement, je garde aussi l'idée que Crow se fasse attaquer et se fasse mettre hors service, ce qui permet à Akiza de faire du Raiding Duel. Mais le problème, c'est que les 2 compétitions la fatiguent énormément, au point qu'elle a du mal à bien contrôler ses pouvoirs psychiques durant les duels. Si les 2 premiers jours ça va, les lendemains sont de plus en plus compliqués, en plus de faire des erreurs. La situation devenant critique, Crow revient dans la compétition, alors qu'il est à peine remis de ses blessures, pour soulager Akiza du poids qu'elle porte. Et les jumeaux lui demandent de prendre quelques jours de repos sans jouer, assurant à eux deux la suite du tournoi classique, et promettent de faire le maximum pour éviter de perdre trop de points. Faire en sorte que les anciens personnages secondaires, vus dans la première partie, notamment les premiers amis de Yusei, reviennent et participent au duel classique. De plus, ce serait une bonne idée de les faire combattre en finale. Et enfin, dernière amélioration, faire en sorte que l'ordre de passage de nos héros change, et qu'ils n'utilisent pas toujours la même technique. Je sais sur ce point, faire perdre Yusei paraît invraisemblable, mais non, en fait c'est de la stratégie. Le fait de ne pas en faire le finisher montre qu'ils peuvent avoir des stratégies entre nos 3 protagonistes, et ils deviennent moins prévisibles. Non sérieux, je me demande comment leurs adversaires n'ont pas pu voir clair dans leur jeu. Yu-Gi-Oh 5D partait sur une très bonne base. Faire un monde aux allures post-apocalyptiques tout en intégrant une critique d'un système presque ségrégationniste était plutôt couillu pour un animé qui avait pour but de vendre des cartes. Et même la deuxième partie, avec Eliaster qui prévoit une fin du monde, était bien pensée. Et nos héros représentent justement cette lueur d'espoir dans un monde qui paraît condamné. La forme était bien travaillée, mais dans le fond, beaucoup de choses sont à corriger. Après, ok, Yu-Gi-Oh est un animé purement mercantile, mais ce n'est pas une excuse pour bâcler certains points, notamment le développement des personnages. Surtout que ce n'est pas le nombre d'épisodes qui manque. Que l'on aime ou pas GX, l'histoire se concentre vraiment sur le héros, en plus d'avoir des interactions avec les autres personnages qui font partie de son cercle d'amis. Et là on n'est pas dans une logique de team, mais d'un groupe d'amis allant à l'école. Il est donc normal que ces personnages soient moins développés. Je sais, à la base, je devais faire une critique sur The Ancient Magnus Bride, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de matière à critiquer sans spoil, donc il n'y aura sûrement jamais de critique de ma part. Mais je vous conseille d'aller le voir, ne serait-ce que pour son ambiance et le format court qui rend l'animé digeste, tout en ayant une fin acceptable. J'espère que vous avez aimé ce relevé de points négatifs. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec ce que j'ai dit.